Professeur, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, ça va très bien et vous? Ça va aussi super bien. Très bien. Ce soir, c'est la séance interactive de questions-réponses. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à dire avant qu'on ne commence. Mais moi, simplement que j'ai été déjà ravie de ma précédente expérience avec vous tous et toutes et je suis aussi très contente de repasser quelques heures avec vous et de répondre à vos questions. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Nous allons passer à des questions-réponses. Si vous Mhm. avez des questions par rapport aux différents cours qui sont déjà passés, vous pouvez prendre la parole. Je vous laisserai la parole. J'attends toujours les mains levées. Il suffira de lever la main. Je vais vous laisser la parole. Oui, Monsieur Dial, vous avez la parole. Merci, Madame Fassino. Merci, professeur. Merci de m'avoir accordé la parole. Bonsoir à tout le monde. C'est un réel plaisir de pouvoir participer à cette session de décembre de 2023 pour les certificats en santé sexuelle et reproductive et j'ose espérer à combler mes attentes. Merci encore. Vous m'écoutez? Oui. Moi, ma question, c'est renvoie au niveau du premier cours, le développement, les premiers cours concernant le développement de l'enfant, dans lesquels on a parlé les femmes qui ont plus d'avantages sexuels ont un épaisseur de l'air cortical activé, un épaisseur plus important donc, un épaisseur plus important de l'air cortical activé. Donc moi, c'est dans ce sens-là, je voulais savoir quelle est l'importance, quel est l'effet, l'importance que c'est celles qui ont un épaisseur de l'air cortical activé plus important par rapport à d'autres qui n'ont pas plus d'avantages. Quels sont l'intérêt pour cette femme-là? C'est ma première question d'abord, en attendant que je revienne sur les autres cours. Merci. Merci. Oui, très bien. Alors, je vais vous repartager mon écran. Je pense que ce sera plus simple comme ça. Vous allez avoir tout de suite. On va tous parler de la même chose. Ce sera plus simple. Hop. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous voyez le même écran? Oui, Ouais. oui, nous Oui, nous l'avons. Ouais, super, merci. Alors, donc du coup, en fait, la question quand j'avais parlé de ça, c'était déjà la question de savoir où étaient représentés les appareils génitaux dans le cortex somatosensoriel. En fait, il y avait déjà eu un très très gros débat où en fait la manière dont ils étaient représentés ne suivait pas l'axe, enfin comment dire, l'organisation anatomique du corps. Donc dans les années 50, il y avait des représentations des appareils sexuels sous les pieds, ce qui ne faisait pas sens. Donc quand j'avais parlé de ça, c'était déjà simplement, il y a une étude très très récente qui a replacé, qui a été un peu plus loin avec des nouvelles techniques d'IRM fonctionnelle, qui a permis déjà de replacer les aires génitales sur le cortex somatosensoriel à un bon endroit entre le bassin. Donc déjà, c'était la première chose. Ensuite, qu'est-ce que dit en fait cette histoire d'épaisseur corticale? En fait, c'est un peu compliqué la littérature. Enfin, la littérature autour de la notion d'épaisseur corticale. Ce qui est pensé actuellement, comment ça doit être interprété, c'est euh, la plasticité cérébrale peut se mesurer en termes d'épaisseur corticale.
Je vais faire un parallèle avec quelqu'un qui pratique un instrument. Quelqu'un qui pratique un instrument va avoir un cortex moteur dédié au doigt, par exemple un pianiste, qui va être plus grande. Ça, c'est des données qu'on a accumulées dans la littérature scientifique par exemple, quelqu'un qui est chanteur va avoir une aire corticale développée au chant une épaisseur corticale un peu plus grande. Donc, en réalité, ce que ça dit, c'est juste ça, c'est plus les femmes ont des rapports sexuels fréquents, plus l'aire corticale va être développée. Donc, en fait, ce qu'on est en train de mesurer, c'est simplement la plasticité cérébrale. En gros, plus il y a d'heures de vol, plus l'aire cérébrale dédiée à ça a été stimulée. Donc, plus le cerveau est capable d'encoder, de faire des liens avec d'autres aires corticales, d'autres aires cérébrales, en lien avec ces stimulations. Donc, d'un point de vue purement plancher des vaches, purement scientifique, en vrai, on ne peut dire que ça. Après, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Comment est-ce qu'on pourrait interpréter ça? Il y a plein de manières de voir ça. Ça peut être, déjà, il y a peut-être des personnes qui ont, c'est un peu la question de l'œuf et de la poule, peut-être que des personnes qui ont plus d'air cérébral à cet endroit-là peuvent aussi être un peu plus, amenées à ressentir plus de choses lors d'un rapport sexuel, et donc d'aller en chercher un peu plus, et donc ça va entraîner plus de pratiques sexuelles parce qu'il y a plus de renforcement. Ça, c'est la première chose. Ce que ça peut être aussi, c'est aussi en termes de pure plasticité et de termes de rééducation, ou d'éducation même. Quand le cerveau quand la personne est vierge, le cerveau est également vierge. Donc, plus la personne va pratiquer, plus elle va apprendre à son système nerveux à répondre de manière adéquate à la stimulation sexuelle ou érotique. Dans une conséquence aussi de, chirurgie reconstructive du clitoris, c'est important aussi de savoir qu'il y a il y a une connexion entre les terminaisons nerveuses au niveau du clitoris qui peuvent avoir été affectées, mais par plasticité, on peut rétablir une représentation corticale à travers des exercices de stimulation pour retrouver du plaisir pour la femme. Donc voilà à peu près comment on peut, le panel d'interprétation possible. Est-ce que ça répond à votre question? Vous êtes... Merci, professeur, j'ai bien compris, très bien compris, c'est dans le sens où vous avez expliqué ça, ça peut avoir plusieurs interprétations. J'ai parti dans un sens que vous avez vraiment abordé, le développement peut-être sexuel et autres. Merci, bien saisi. Merci, professeur. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur Dial. Et je présente mes excuses à tout le monde parce que j'ai bugué à un moment. Ma connexion était un peu instable. Donc, s'il y a d'autres personnes qui aimeraient prendre la parole par rapport aux cours que vous aviez déjà suivis, vous pourrez toujours lever la main et je vous accorde la parole. J'espère que vous arrivez à m'entendre. Oui, oui. D'accord, merci. Moi, je vous entends en tout cas. D'accord, merci. Docteur Tiantoré, vous avez la parole. Docteur Tiantoré, vous avez la parole. Bonsoir. Merci pour la parole. Bonsoir. Professeur, je m'excuse, vous pouvez revenir un peu sur la théorie de l'attachement. La dernière fois, je n'ai pas bien compris la partie, donc si on pourrait revenir sur la théorie de l'attachement, bon, par la suite, je vais poser des autres questions. Merci. Ouais. Alors, je ne sais plus dans quel cours je l'ai mis, la théorie de l'attachement, c'était peut-être aussi dans le développement psychosexuel. Attendez, je vous le rouvre, comme ça on va remettre les PowerPoint et les PDF. Ouais, il est là. Alors, hop, on va repartager l'écran. Hop. Alors, en cours de chargement, c'est bon, vous le voyez tous? Oui. Oui. Okay. Super. Donc, en fait, la théorie de l'attachement, donc c'est donc une théorie qui a été développée par John Bowlby aux États-Unis, qui expliquait en réalité que dans les premières semaines
premières semaines et premiers mois de la vie d'un bébé, les personnes qui vont s'occuper de lui vont avoir une forme d'empreinte. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les travaux de je ne connais presque que lui, d'éthologie, qui a travaillé avec les canards. J'ai mangé son nom, qui avait montré qu'il y avait un attachement. Konrad Lorenz. Voilà. Donc Konrad Lorenz avait montré que il y avait une espèce d'empreinte, qu'il avait appelé ça une empreinte, que les petits canetons, quand l'œuf éclosait, la première chose qu'ils voyaient, c'était la mer. Donc en fait, ils s'imprégnaient de la mer et ils allaient suivre la mer absolument partout. Mais il s'était amusé parce qu'en fait, il avait récupéré des canards, et en fait, quand les canetons étaient nés, la première chose que les canards avaient vue, c'était lui. Donc du coup, les petits canetons s'étaient attachés à un humain. Et c'est des choses qu'on peut voir aussi dans le monde animal, où on va avoir des animaux qui vont être nourris par, j'en sais rien, une vache, des chiens qui vont être nourris par une vache, ou des petits, d'autres, enfin, je sais pas, des chiens nourris par des chats, etc. En fait, les petits animaux vont considérer la personne comme la mère. Et à un moment, Konrad Lorenz s'était amusé, il avait montré à des petits canards une lampe, et il déplaçait la lampe, et les canards suivaient la lampe. Donc, c'est à partir de toute cette pensée-là et de tous ces travaux-là que Volby a été établir un peu plus loin ce qui pouvait se passer chez un bébé humain. Et en gros, il a montré qu'il y avait un peu ces mêmes mécanismes. Vous pouvez faire ce parallèle-là, où en fait, au début, le bébé avait pas, peut-être, il semblait pas avoir d'attachement spécifique dans les premières semaines, pour une raison X, Y, Z, possiblement parce que d'ailleurs, nous sommes des primates et que au sein des primates, il y a beaucoup d'enfants élevés par le groupe, mais que après, petit à petit, l'enfant allait commencer à reconnaître et à préférer des personnes. Et que cet attachement-là allait, comment dire, modeler le système nerveux et modeler les modalités d'attachement de l'enfant. Et en fait, notamment autour de 7 mois, il va y avoir une période très très forte où l'enfant ne va vouloir que maman, papa, tata ou peu importe, la grand-mère, enfin voilà. Et des fois, il y a même des problématiques si c'est pas la mère, parce que pour raison X, Y, Z, la mère a été malade, ça peut être vécu comme un traumatisme pour le bébé. Donc ça, c'était le gros des travaux de Bowlby, et à partir de là, il a été poussé un petit peu plus loin parce que on peut pas toujours être là parfaitement pour l'enfant, et en fait, il a été développé des différents styles d'attachement. Alors, c'est débattu actuellement, mais en gros, l'idée, c'était que si la mère est assez bonne, ça va créer une relation sécurisante pour l'enfant et ça va créer un cercle vertueux. Donc, si le bébé pleure, la mère va réagir directement. Elle va pas laisser l'enfant, sans soutien. Elle va toujours être là, donc c'est stable. L'enfant peut s'appuyer dessus et elle se montre à l'écoute de l'enfant. Donc, ça crée évidemment que l'enfant voit qu'il est en sécurité, qu'il a de la confiance dans la mère, que du coup, ça va renforcer il va se comporter. Par exemple, la mère va le prendre, l'enfant va arrêter de pleurer. Ça va renforcer, ça va vraiment créer ce cercle vertueux où la mère voit que ce qu'elle fait est bien. Donc, la fois suivante, elle va réagir d'autant plus vite, l'enfant va se calmer d'autant plus vite, etc., etc. Et ça, sur du long terme, ça va amener à un enfant qui se sent sécure, justement. Il va être assez sécure pour aller explorer son environnement, aller au-delà même de son environnement, parce qu'il sait qu'en revenant à la maison, il aura le soutien dont il a besoin. Du coup, il va acquérir de la confiance en ses capacités, et du coup, de la résistance, de l'indépendance, de la résilience, etc. Et après, Bowlby avait identifié d'autres types de relations en fonction de différents types alors mère, parce que c'est souvent la mère qui est la figure d'attachement. Donc on va avoir la relation d'évitement où la mère va être distante. L'enfant va pleurer, elle va pas
réagir tout de suite, voire elle va le rejeter. Plus tard, elle peut verbaliser des critiques. Quand l'enfant va pleurer, elle ne va pas comprendre ce qui va se passer, elle peut réagir avec colère, voire des punitions. Et donc, ça va induire par contre un cercle un peu plus vicieux où l'enfant, qui va souvent expérimenter le rejet, ne va pas aller, comment dire, manifester ses besoins au niveau de sa mère et va s'inhiber lui-même. Du coup, va s'isoler d'autant plus, va développer du stress, de la peur, de l'anxiété. Et les croyances, ça va être en retour pour la mère, que la mère voit qu'elle n'est pas capable de survenir à ses besoins et aux besoins de l'enfant, et qu'elle est une mauvaise mère, et ça peut amener justement ce cercle vicieux. Et après, il y avait donc une autre, donc ça peut arriver quand des relations d'évitement, ça peut arriver dans plein de cas. Un des cas les plus clairs, ça va être par exemple quand une mère va être par exemple dépressive. Elle n'est pas en capacité, et c'est pas de sa faute, et elle a besoin d'aide, il n'y a pas de souci, mais du coup, elle va être dans une forme de rejet et de distanciation vis-à-vis de l'enfant, et l'enfant va inconsciemment prendre sur lui. Donc, après, il y avait d'autres types de relations. Donc, par exemple, la relation ambivalente. Donc ça, c'est des choses qu'on va retrouver après à l'âge adulte. Parce que là, un enfant qui a été nourri par des relations sécurisantes, vous voyez bien que comme il est en confiance, qu'il a confiance dans ses capacités, il va aussi être un peu plus confiant et un peu plus sécurisant dans ses relations à autrui. Un enfant qui a grandi en apprenant que la figure d'attachement n'est pas fiable et que lui, il doit compter que sur lui, ou que la figure n'est pas fiable et que ça ne sert à rien qu'il parle, il va avoir un mode de relation inhibé. Donc, il va éviter l'expression d'affection ou d'amour dans le couple, par exemple. Donc, après, la relation ambivalente, c'est plus une mère qui va être incohérente, parfois indifférente et parfois sensible. Donc là, c'est un peu plus difficile à lire parce que c'est un peu imprédictible pour l'enfant. Donc c'est très insécurisant pour un enfant de ne pas comprendre, de ne pas savoir pourquoi un jour maman elle est là et pourquoi le lendemain je fais la même chose, maman elle va se fâcher. Donc c'est vraiment une espèce d'entre-deux. Donc du coup, l'enfant peut des fois avoir des comportements très colériques, fâché, se sentir abandonné, l'enfant ne va pas avoir les mêmes capacités de langage pour pouvoir expliquer son mal-être. Donc du coup, il va avoir lui-même une émotionnalité un petit peu plus désorganisée, un peu en image à la mère. Il va du coup envoyer en feedback une image à la mère qui ne peut pas réellement subvenir à ses besoins. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'ajuster. C'est un petit peu comme ils sont un peu déphasés tous les deux. Donc, ça va amener à des relations ambivalentes et à l'âge adulte, des adultes qui vont avoir parfois un comportement antisocial, parfois un comportement agressif, des difficultés à contrôler des impulsions émotionnelles, des sentiments d'abandon, etc. Et enfin, on va avoir une relation qui est désorganisée, où là, on va avoir plutôt des profils vraiment cliniques de la part des mères, de mères excessives, de mères totalement imprévisibles, de mères addictes, qui peuvent faire peur, etc., de mères maltraitantes. Et donc, du coup, l'enfant va avoir très peur, va être triste, ne va pas trouver, du coup, la sécurité dont il a besoin chez la mère. Donc, il va aller la chercher ailleurs, parfois chez des inconnus. Ça peut l'amener à d'ailleurs des situations de danger, notamment pour des adolescents. Ça peut être donc du coup très confus. Donc, on va avoir des enfants des adolescents qui vont être très en colère, une certaine passivité. Bon voilà, donc là, typiquement, ça, c'est des tableaux cliniques dans lesquels il y a une aide à apporter à la mère et des fois des médiations entre la mère et l'enfant. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Est-ce qu'il y a besoin d'aller un petit peu plus loin? Et je prends une autre question. Docteur Tiantori, est-ce que vous êtes là? Mais je pense que j'ai reçu les réponses à ma préoccupation. Je ne sais pas si je peux poser la prochaine question. Oui, vous pourriez y aller. D'accord. Je demande Donc, à monsieur ou madame Hafiz et monsieur Kossi de patienter un moment.
D'accord, je reviens sur le deuxième cours là. On dit le genre est un continuum d'auto-identification générale attendu comme ayant deux pôles. Bon, le terme continuum, bien vrai qu'on a revu ça plusieurs fois dans le cours, mais l'expression en tant que telle, je n'arrive pas à bien cerner. Continuum. Ah, sur Oui, tout ce qui peut être identité de genre et d'orientation sexuelle, c'est ça? oui, oui. Ouais, Dans le continuum, là, je n'arrive pas à bien cerner le continuum. bien Quand sûr. vous parlez de continuum, je n'arrive pas à bien cerner le terme. Ok. Alors, je vais remettre, il y a une diapositive qui est dans les deux cours de toute façon. Euh, alors, j'ai pris celui-là. Allez, je vais repartager mon écran. Alors, hop. Alors, je ne sais pas si partager. C'est bon. Alors, normalement, ça devrait être en train de charger. C'est bon, vous avez la diapositive? Oui, Oui. oui. Oui, c'est à celle-là que vous faites référence, hein. Oui, oui, exactement. Exactement. Oui, alors, en fait, cette notion de continuum, c'est vrai que c'est important qu'on revienne. Alors, déjà, là, j'avais fait, donc c'est une diapositive qui récapitule orientation, mais aussi identité de genre. En fait, c'est pour expliquer que déjà, il y a une différenciation entre la notion de sexe, qui est biologique, et la notion de genre, qui est culturelle. Dans la notion de sexe qui est biologique, c'est très clair qu'il y a quelque chose de distinct avec un sexe masculin, un sexe féminin. On est des mammifères, les mammifères de sexe. Euh, Là où, par exemple, certaines bactéries. Est-ce qu'il y a un petit retour? Est-ce que vous pouvez couper un micro, s'il vous plaît? Il y a des animaux, chez des poissons, chez des bactéries, chez des champignons, il y a plus que deux sexes. Il y en a où il y en a 3, il y en a 10, il y en a, je crois que le plus, c'est chez des champignons, il y en a 10 puissance 28. Donc, nous, les mammifères, on en a deux. On a un sexe masculin, un sexe féminin. On a des caractéristiques physiologiques, corporelles, qui sont associées au chromosome XX et au chromosome XY. Sauf que, peut-être la slide suivante va très bien le montrer. Oui, des slides suivantes, à un moment, je l'avais fait. Hop, 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 hop. Il y a une variabilité dans ces, dans ces sexes, même d'un point de vue biologique. Donc là, j'avais pris cet exemple-là pour montrer que même s'il y a deux sexes biologiques, la réalité physiologique réelle, elle n'est pas si binaire. C'est là où on va parler de continuum. Donc là, c'était un exemple sur la taille moyenne des hommes et des femmes. C'est une représentation gaussienne. Donc, on va avoir des femmes, la taille moyenne des femmes, donc ça c'est en États-Unis, Europe, Asie de l'Est et Australie. Donc, grande cohorte entre 1980, 94, bon bref, etc. Donc, très grande cohorte. On voit qu'il y a des tailles moyennes qui est, donc la médiane moyenne à 165 cm, là où pour les hommes, c'est 178 cm. Mais il y a des hommes qui vont être plus petits que la médiane chez les femmes. Il y a des femmes qui vont être plus grands que la moyenne chez les hommes. Donc, sur chacun de nos paramètres physiologiques, on va avoir une immense variabilité interindividuelle, et c'est cette variabilité interindividuelle qui va créer ce continuum, d'un point de vue déjà du sexe biologique. Donc ça amène un degré de complexité qui est très, très important. Dans l'exemple de la diapositive sur le genre et le sexe, là, moi, je viens de parler du sexe biologique. Le genre, c'est ce qui est social. C'est un construit social. Ça veut dire qu'en fonction de notre culture, on va avoir ce que c'est qu'être une femme, ce que c'est qu'être un homme. Il va y avoir des cultures où une femme, elle est représentée de manière très, très passive. Il y a des cultures où la femme, où le canon de beauté, par exemple, ou le canon d'une femme bien, c'est pas nécessairement une femme trop passive non plus. Par exemple,
il y a comment dire, des pays où on va y avoir des modalités très, 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 très stéréotypées. Il y en a d'autres où ça va l'être beaucoup moins. Donc, en fait, c'est ça, cette notion de continuum. C'est que va y avoir plein de choses qui vont interférer on a tous un espèce d'archétype de ce que c'est qu'être un homme au sein de notre culture, mais en réalité, c'est individuel, cette représentation d'archétype. Votre frère ou sœur qui est de votre même famille peut ne pas être tout à fait d'accord. Quelqu'un qui va être au bout de votre rue va pas être tout à fait d'accord. Et donc, en fait, c'est ça que ça veut dire. C'est que, ou même si on prend d'un point de vue, personnel, il y a le stéréotype de ce que c'est qu'être une femme. Voilà, mais moi, est-ce que je valide ce stéréotype? Pas totalement, ou pas. Ou sur ce point-là et pas sur ce point-là. Donc, en fait, il faut vraiment l'imaginer comme quelque chose de très conceptuel, où on sait qu'il y a ces pôles qui existent, mais on sait aussi que la réalité, va y avoir des femmes qui n'aiment pas du tout faire la cuisine, alors que il peut y avoir dans des représentations où la femme elle doit être derrière les fourneaux et elle aime bien faire la cuisine. Il y a plein de femmes qui détestent ça et qui sont très très mauvaises, et il y a des hommes qui au contraire vont adorer et vont être excellents, d'être des chefs par exemple. Même la cuisine, c'est toujours un exemple qui est toujours repris parce que la plupart des chefs étoilés en Europe et en Amérique du Nord, ce ne sont que des hommes. Il n'y a pas de chef femme. Donc, en fait, c'est exactement ça qu'amène cette notion de continuum. C'est que ce sont des stéréotypes qu'on a tous. On a des stéréotypes très binaires et très catégoriels. La réalité du terrain, elle est beaucoup plus fluide en réalité. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Oui, je pense que c'est compris. Donc, merci beaucoup pour les éléments de réponse. Merci à Si vous vous. permettez une dernière question avant de revenir, je peux? D'accord. Oui, mais une toute dernière question pour qu'on donne la Ouais, parole aux d'accord. autres. Ça va, je reviens sur le quatrième cours, sur les comportements, les troubles du comportement sexuel. Alors, sur lequel, pardon? Quatrième cours, les troubles du comportement sexuel. Alors, ouais, je vais le rechercher. Hop. Ah, je peux le faire. Ouais. C'était par rapport au niveau, par rapport aux hommes, l'éjaculation précoce, et notamment. Je pense que, si je ne me trompe pas, dans les méthodes préconisées, il y a la masturbation qu'on avait préconisée pour certains pour pouvoir maîtriser l'éjaculation. Alors, trouble de l'érection de l'éjaculation. Ouais. Oui. Je me demande, est-ce qu'il n'y a pas eu, vous n'avez pas rencontré des cas où la masturbation est devenue une addiction pour la personne au point qu'il ne trouve plus de plaisir pour une femme? Alors, ça, je ne l'ai pas dans le PowerPoint. Donc, c'est une très bonne question. Alors, ça, c'est un problème parce que c'est une mauvaise masturbation. Parce que l'orgasme, féminin ou masculin, est un réflexe. Donc, en fait, si on entraîne le système nerveux à répondre à un seul type de stimulus, ça va être problématique. Donc là, c'est pas nécessairement une addiction du tout, mais c'est un problème de la masturbation qui devient trop systématique, où l'homme ou la femme, hein, d'ailleurs on a ça aussi chez des femmes, qui vont se masturber que d'une certaine manière et qui en fait quand ils vont se retrouver face à un autre individu avec un autre corps, avec d'autres stimulations sensorielles, ne vont pas retrouver les mêmes choses qu'elles ont l'habitude de retrouver lors de la masturbation. Donc ça amène à une réelle prise en charge avec un sexologue pour aller vraiment disséquer qu'est-ce qui se passe lors de la masturbation, qu'est-ce qu'il ne se passe pas lors de l'acte sexuel et comment est-ce qu'on peut régler ça. Et ça, c'est vraiment au cas par cas parce que ça, c'est vrai que chaque individu va avoir sa propre technique de masturbation.
Mais ce n'est pas une addiction. Donc ça, c'est déjà très important de ne pas rajouter de la pathologie là où il n'y en a pas du tout. C'est vraiment un réflexe qui a été mal appris et il y a vraiment toute une rééducation, entre guillemets, à se resensibiliser à d'autres types de stimulation en plus. J'espère que le Donc, docteur Tiantori a eu ta réponse. oui, oui, c'est bien compris. Merci beaucoup. Merci. Nous vous en prions. Je vais passer à monsieur ou madame Afisa. Et puis après, ça sera le tour de monsieur Cossier, de monsieur Laurel. Ok, merci Pascaline. Merci docteur Pascaline. Vous m'entendez? Oui. Oui, oui, on vous entend. Ok, d'accord. Donc, bon, moi j'ai 4 questions, hein, si vous me permettez. Ma toute première question, c'est plus un problème de sémantique. J'aimerais savoir quand on dit un homme trans et une femme trans. Un homme trans, je pense que d'après ce que j'ai compris, c'est une femme qui a comme identité de genre un homme ou qui a subi des interventions pour ressembler le plus à son genre, qui est un homme. Et une femme trans, c'est un homme qui a une identité de genre de femme, si j'ai bien compris. C'est ça. C'est vraiment, on Ok, appelle d'accord. la personne par rapport à ce qu'elle est dans le présent. Vous pouvez le voir comme ça. Si la personne se Ok, présente en disant je m'appelle madame, elle a été peut-être par le passé monsieur, mais maintenant c'est madame, donc c'est une femme, mais qui a une histoire particulière, qui est trans. ok, d'accord, c'est bien compris. Donc, ma deuxième question, c'est en ce qui concerne l'homosexualité. Avant, elle était considérée comme une déviance sexuelle. Et il y a eu un rapport qui est sorti. Puis, quelques années après, ça n'a pas trop duré. Ils sont venus encore contredire. Donc, je veux savoir sur quoi ils se sont basés concrètement pour dire par la suite que l'homosexualité n'est pas une déviance sexuelle. Je veux bien comprendre pourquoi ce passage de la déviance sexuelle, c'est-à-dire de la pathologie, et à maintenant la physiologie. Alors, je ne sais pas à quoi vous faites référence quand vous dites après ils se sont contredits, parce qu'il n'y a pas eu de contradiction réelle en fait. Il y a eu des questionnements au départ. La première fois que les psychiatres américains, hein, ça s'est vraiment fait dans un milieu anglo-saxon, ont posé, ont fait le DSM, donc le manuel d'outils diagnostiques et statistiques aux États-Unis. Ils ont posé la définition de l'homosexualité et ils l'ont posé comme une maladie. Et dès le départ, il y a eu toute une levée de plein de médecins qui ont fait « Oh là là, attention, où est-ce que vous allez ?» parce que non. Donc déjà, c'est important alors, je ne sais pas si vous avez peut-être des références. Je vais vous remettre je suis en train de vous rechercher comment dire, le cours. Hop, partager. Voilà. Parce que, voilà, hop, 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 hop. En réalité, voilà, il y a eu vraiment ça. En 52, il y a eu comment dire, l'OMS qui a posé ça. Il y a eu plein d'autres institutions comme le NIH qui ont fait non, 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 non. Et la version suivante du DSM ont enlevé l'homosexualité. En 77, elle y était encore, mais dans l'OMS. Ce n'est pas une contradiction. Elle a été enlevée après. Elle y a été, pardon, dans l'OMS jusqu'en 77. C'est plus une maladie. Un égal barré. Vous aviez dit qu'il y avait un égal barré à ce niveau. Ouais, il y a un égal barré. Donc là, c'est plus une maladie, justement. Ça a été jusqu'en 77 et ils l'ont enlevé après. Et après, ils l'ont enlevé. Donc, je ne sais pas à quoi vous faites référence quand après, ils se sont contredits. Bon, c'était surtout à ce niveau-là. C'était ça, en fait. Ouais. C'était pour savoir sur quoi, quels sont en fait, quels arguments ils ont utilisé après pour dire que non, alors qu'il y avait eu dans le DSM la première version qui disait que c'était pathologique, et puis après, maintenant, ils ont dit que non, ce n'est plus pathologique. Donc, c'était ça. Ouais, J'ai bien compris, vous avez dit que ce sont les médecins qui se sont après levés pour contredire, c'est ça, non? Ouais. En fait, déjà, comment dire,
bien antérieurement, donc là, c'est les études de Kinsey, mais en fait, si on va regarder antérieurement, les premiers sexologues allemands, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de le mettre là, les premiers sexologues allemands de la fin du 19e, début du 20e, et Freud, ont déjà se sont penchés sur la question de l'homosexualité qu'ils appelaient l'inversion à l'époque, se posaient la question déjà de savoir si c'était une maladie ou pas. Ils étaient déjà rendus compte qu'il n'y avait pas de différence particulière entre des personnes homosexuelles et des personnes hétérosexuelles. Il n'y avait pas de différence de QI, c'était la grande époque des tests psychométriques, etc. Ils se sont rendus compte qu'il n'y en avait absolument pas. Après, il y a eu, et ça a été très important, c'est pour ça que je vous l'avais mis ici, c'est les études de Kinsey, fin des années 50 justement, qui avait montré qu'en fait, il y avait eu, en fait, qu'il y a une échelle, on revient un peu à cette notion de continuum, où en fait, les choses sont pas si binaires que ça. Il y a un pôle hétérosexuel, il y a un pôle homosexuel, mais en fait, il y a plein de personnes qui ont eu des expériences homosexuelles en se déclarant hétérosexuelles. Il y a des personnes homosexuelles qui ont eu des expériences hétérosexuelles, et que en fait, c'est un peu plus flou que ça. Donc ça, en fait, ça repose tout de suite la question de c'est quoi l'homosexualité, c'est quoi la bisexualité, de quoi on parle. Donc ça, je vous avais montré des, comment dire, des trucs de prévalence pour montrer qu'il y a pas mal de personnes, en fait, qui se déclarent non hétérosexuelles ou non homosexuelles. La question de voir une maladie a été précisément de voir s'il n'y a pas d'autres comorbidités, parce que c'est souvent ce qui se passe. Par exemple, vous allez avoir, comment dire, quand il y a des maladies, on essaie de voir un petit peu, comment dire, quelle est la cause de la maladie. En fait, on s'est rendu compte que la cause des maladies qui pouvaient être associées avec l'homosexualité, c'était de la discrimination. Et qu'en fait, il y avait des homosexuels qui allaient très, très bien. En fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas subi de violence. Donc, en fait, le stigma social jouait un rôle énorme sur l'aspect pathologique que pouvaient avoir certaines personnes homosexuelles. Et que, en fait, quand on enlevait ces discriminations, les personnes, elles étaient comme vous et moi, elles étaient tout à fait capables d'avoir un travail, d'être des parents, d'être des tantes, il n'y avait pas il y avait absolument aucun marqueur de pathologie. À partir de là, on en a compris que c'est une variation naturelle, comme il y a des variations naturelles, je sais pas, des cheveux ou de la couleur de peau. C'est pas une maladie d'avoir des cheveux raides ou d'avoir des cheveux frisés. C'est exactement la même logique en fait. C'est pas une maladie d'être homosexuel, c'est une variation naturelle des orientations humaines. Un autre point, pour rester dans cette notion de variation naturelle, c'est très important, ça c'est aussi l'aspect d'études de comportement chez l'animal. En même temps, en parallèle de ça, il y a les recherches en éthologie, en comportement animal, qui ont beaucoup avancé, et il y a eu beaucoup d'observations de comportements homosexuels dans plein d'espèces d'animaux. Et donc, du coup, on se rend compte que c'est quelque chose qui existe dans la nature. Donc, à partir du moment où ça existe dans la nature, il y a certainement une base génétique derrière. Est-ce que ça répond à votre question? Allô? Je ne sais pas si oui, on vous entend. On vous entend bien, docteur Rob. Je ne sais pas si monsieur Hafiz est toujours là. Merci à monsieur Abdoul de fermer son micro. Merci à monsieur Abdoul de fermer son micro. Merci. Monsieur Hafiz est là. Oui, je suis toujours là. Je suis toujours là et j'ai bien compris. J'ai très bien compris. Maintenant, j'ai mes deux autres petites questions, si vous permettez. Okay. Oui, allez-y. Ok, donc la troisième question, c'est en ce qui concerne les violences sexuelles des personnes LGBT. Il y a une diapo dans le cours sur les orientations sexuelles où on comparait le taux de violence des étudiants homosexuels par rapport aux autres étudiants. Vous pouvez couper votre micro. Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Je ne sais pas si c'est vous, monsieur Azine. Oui. Ok. Ouais. Okay. Vous avez entendu le début de ma question? Oui, alors, sur des étudiants homosexuels ou bisexuels? Oui, dans le cours sur les orientations sexuelles. Oui. Le titre de la diapo, c'est écrit rapport CDC 2015. Ok, alors je suis en train de la chercher.
C'est un peu vers la fin, vers les 40, comme ça. Yes. Rapport CDC 2015. Alors. Alors, je ne la vois pas. Alors, attendez. Bon, je peux quand même formuler la Allez-y, allez-y, question, hein. allez-y, Je pense que vous allez je vous comprendre. écoute, je cherche la diapo pour qu'on parle tous de la même chose, mais je vous écoute. D'accord. D'accord. En fait, dans la diapo, c'était montré que les étudiants homosexuels rapportent significativement plus avoir été, par exemple, forcés à avoir des rapports Ah, sexuels, ok. fait l'expérience de violences sexuelles Ouais, je l'ai. violentes lors d'un premier date, voilà, des choses comme ça. En fait, ce que je n'arrive pas à percevoir dans cette diapo, il y a plus de violence chez les LGBT. Mais est-ce à dire que les LGBT sont violents, sont plus violents les uns avec les autres, vu que les hétéros, eux, ils vont avoir des rapports qu'avec des hétéros? Donc, c'est là que je suis un peu perdu dans cette notion de violence ici. Ouais. Elle est délicate, cette notion de violence. J'entends ce que vous Voilà. dites. C'est compliqué parce que euh, euh, en réalité, il semblerait que il y a beaucoup de violences, notamment chez des personnes qui ont refoulé leur homosexualité. OK. C'est quelque chose, ça, j'en ai pas parlé là dans le cours, c'est vrai, mais il y a beaucoup de violences sexuelles par des hommes qui ont refoulé leur homosexualité. C'est très fréquent. Donc ça, c'est des données de criminologie que je vous ai pas montré ici, mais ça, c'est un truc qui est très, très, très connu. Après, la question de cette diapo-là, c'est que, en effet, oui, c'est qu'il y a plus de violences sexuelles. En fait, c'est vraiment, les personnes LGBT ont plus subi de violences. Ça, c'est un fait. OK. Mais des fois, parce qu'ils ont plus subi, ils peuvent avoir tendance à reproduire en étant victime ou en étant agresseur. OK. Et parce que c'est une modalité, ils l'ont subi, des fois ils connaissent que ça, etc. Donc ça, il faut le D'accord. prendre On en fait compte de comme... manière pour ne pas non plus, comment dire, les stigmatiser non plus, mais comprendre que aussi parce que c'est un tabou dans beaucoup de cultures et dans beaucoup de familles, voire des fois c'est une honte, il y a beaucoup notamment de chez les garçons, de garçons qui se font taper par leur père, par leur grand frère, par leurs parents, parce que c'est une honte, qui sont mis à la rue très tôt, etc. et qui sont pris dans une spirale de violence où c'est un peu marche ou crève, quoi. Donc, du coup, ils peuvent reproduire aussi cette violence. Mais il ne faut pas non plus les stigmatiser parce qu'ils ont un passé très traumatique et beaucoup plus traumatique que des hétérosexuels. D'accord, c'est bien compris. Merci. Maintenant, ma toute dernière question, c'est est-ce qu'il peut y avoir de l'attirance amoureuse sans attirance sexuelle? Puisqu'on a fait la distinction entre l'orientation amoureuse et puis l'orientation sexuelle. Bien sûr, Donc, est-ce qu'il peut y avoir attirance amoureuse sans attirance sexuelle? bien sûr. Il y avait une diapo que j'avais mise, là je ne sais plus dans quel cours c'était, où je vous avais montré les différents types d'amour dont on parlait dans la Grèce antique, et il y a plein de Oui. manières d'aimer. Et on peut être très très amoureux d'une personne. Alors, il peut y avoir plein de raisons à ça, hein. Simplement, on peut tellement admirer la personne, ça c'est déjà vu, qu'on en est inhibé sexuellement. C'est possible aussi. Ok. Donc oui, c'est bien sûr possible d'aimer profondément. Aussi, on peut avoir ça dans des relations de couple de très 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 long terme. On a passé toute notre vie avec notre mari ou notre femme et au bout de 25 ans, il y a une attraction sexuelle qui est, on va dire, qui s'est un petit peu émoussée pour plein de raisons. Mais on aime quand même la personne, on en est quand même amoureux. C'est tout à fait possible. Oui, D'accord, d'accord, c'est bien compris. C'était ma dernière question. Merci, docteur, je pour vous les en prie. réponses claires. Merci. Merci, Merci à docteur vous aussi, Pascaline. les filles. Je vous en prie. Il y avait des mains levées, donc je pense que vous pouvez toujours lever la main. Euh, il y avait certaines personnes qui avaient levé la main. D'accord.
Bon, si je vais passer la parole à... Merci de fermer votre micro en attendant, s'il vous plaît. Dans l'ordre des mains levées actuellement, j'ai Nyambaba. Je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame. Je vais lui donner la parole. Puis après, je vais donner la parole à monsieur Florentin. Après, la parole à monsieur Laurel. Et ça, on finira par monsieur Dial. Donc, Ibomba, c'est ça. Monsieur ou madame Ibomba. Je pense que la personne a supprimé sa levée de main. Ok, merci. Donc, Je suis là, docteur d'accord. Pascaline. OK. Merci pour la parole, c'est monsieur. Et moi, ma préoccupation concerne la masturbation. J'ai beaucoup de clients qui m'ont rapporté que quand ils pratiquent la masturbation, ils ont constaté qu'ils ont tendance à facilement oublier ce qu'ils avaient prévu. Ou même s'ils lisent, ils ont des difficultés à retenir ce qu'ils lisent. Je voudrais donc savoir quel est le lien qui peut être établi entre le fait de pratiquer la masturbation et ces troubles de mémoire. Si cela est vérifié, est-ce que la masturbation peut avoir des conséquences, que ce soit à court ou à long terme, sur les différents organes? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris exactement ce que disaient vos patients, parce que nous, il n'y a pas de lien particulier entre la mémoire et un acte masturbatoire. Par contre, comment dire, il y a peut-être un lien qui n'est pas de mémoire ou de mémorisation, mais par contre peut-être d'attention. Peut-être qu'ils avaient commencé à lire et puis après ils se sont, comment dire, un petit peu déconcentrés, on va dire. Et forcément, pas, comment dire, ça les a un petit peu déroutés. Mais en fait, qu'est-ce qui se passait exactement? Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu plus sur qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement? Parce que là, j'ai l'impression de manquer un petit peu d'informations. Ok, si je me rappelle, il y a un d'entre eux qui est venu me voir et me dit, docteur, si je pratique régulièrement la masturbation, j'ai de la peine à me concentrer et à retenir à mémoriser. Si par exemple, je fais une lecture, j'ai de la peine à mémoriser ce que j'ai lu. Et ça, c'est dans le cas où il pratique cela régulièrement. Donc, je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il y a un lien entre le fait de pratiquer la masturbation et le fait qu'il ne parvient pas à retenir ce qu'il avait lu. Si cela est vérifié, est-ce que la masturbation, de façon générale, a des inconvénients sur l'organisme, que ce soit à court ou à long terme? Ok, je comprends mieux. Alors, en fait, ce qu'il convient de savoir, c'est à quel moment ils ont lu et à quel moment ils se sont masturbés. Parce que la masturbation n'a aucun impact sur la mémoire. Des études qu'il y a, c'est plus qu'on va dire le fait d'avoir une activité sexuelle plutôt régulière va plutôt avoir des impacts positifs, même la masturbation, sur le système nerveux, sur le système immunitaire, etc. Donc, s'il y a des liens qui ont été prouvés, c'est plus des liens qui vont dans le bon sens, qui sont plutôt bons pour la santé. Donc là, moi, de ce que j'entends, c'est vraiment à quel moment il s'est masturbé par rapport à quel moment il lisait. Chez les hommes, chez les femmes aussi, mais c'est différent, mais chez les hommes, vous avez cette période réfractaire. Après l'éjaculation, il y a cette chute d'hormones qui peut des fois être très forte et s'apparenter presque à une descente de drogue où il y a un abaissement de la tension artérielle, à une détente, voire des somnolences. Donc c'est vrai que s'il décide de lire ou, je ne sais pas, d'étudier, si c'est un étudiant qui est en train comment dire, de préparer un examen, je ne sais pas, s'il essaye de se remettre à la lecture d'un truc très compliqué, très technique, juste après la masturbation en pleine période réfractaire, ça va pas le faire. En fait, il va pas avoir, il va avoir envie de dormir. Et donc là, c'est pas la masturbation en soi, c'est une réponse tout à fait normale du système physiologique masculin qui fait qu'en fait, il vaut mieux qu'il
se reposent ou qui se masturbent à d'autres moments, par exemple avant de dormir, et qu'ils lisent avant. Donc là, c'est plus la séquence comportementale de quand est-ce que je lis, quand est-ce que j'apprends et à quel moment je me masturbe. C'est plus, à mon avis, ça qui doit être en jeu. Donc là, il faut vraiment l'interroger sur ça. Parce qu'à mon avis, si vous lui changez ses habitudes comportementales, vous allez régler le problème. Sinon, il a peut-être par contre des problèmes de mémoire, il y a peut-être autre chose avec lequel il peut surcompenser par la masturbation. Il peut y avoir des symptômes dépressifs comme ça, où en fait il y a peut-être des pertes de mémoire qui sont liées à d'autres choses, à de la dépression et une espèce de surconsommation par ailleurs de masturbation pour compenser, se sentir mieux. Ça peut être ça, parmi un milliard d'autres choses. Mais là, il faut aller creuser pour moi un petit peu plus parce qu'il n'y a pas de lien, en tout cas direct, entre masturbation et mémorisation. Ça, c'est sûr. J'espère que j'ai été claire. Merci, c'est clair, c'est compris. Merci à vous aussi. Nous allons donner la parole à Monsieur Florentin. Et puis après, ce sera le tour de Monsieur Laurel. Monsieur Florentin, vous avez la parole. Je ne sais pas si c'est moi, mais je n'entends pas. Allô, Monsieur Florentin? Oui, bonjour. Bonsoir. Oui, bonjour. On vous entendait difficilement. Vous pouvez y aller. Votre micro est fermé. Je l'ai ouvert. Oui. Oui, mais ça crache beaucoup. Vous me suivez maintenant? Oui, mais difficilement. On vous écoute. Ok. Monsieur Florentin, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pourriez envoyer votre question dans le chat et puis je vais la lire parce que là, on a du mal à vous entendre. Vous pouvez envoyer la question autant pour moi dans le chat. Et puis moi, je vais lire ça pour vous. Non, on ne vous entend pas bien. Non. Veuillez fermer votre micro. Envoyez le message, la question dans la messagerie. Je vais la lire. Nous allons passer la parole à Monsieur Laurel. Merci à Monsieur Florentin de fermer son micro. Voilà. Monsieur Laurel, vous avez la parole. Oui, bonsoir madame. C'est madame Laurel. Bonsoir. Autant pour moi, excusez-moi, madame Laurel. Oui. En fait, ma question a rapport au cours de l'orientation sexuelle. Le professeur avait eu à expliquer que quand la mère est enceinte et que l'enfant n'est pas du même groupe sanguin qu'elle et que l'enfant n'est pas du même sexe que la mère, il y a un système immunitaire qui se met en place et que cela engendre l'expression de certaines protéines chez l'enfant. Ma question est la suivante. Est-ce que l'expression de ces protéines engendre la présence des variances psychologiques liées à l'homosexualité? Je n'ai pas très bien compris cette partie-là. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Laurel. Merci, madame. Alors, attendez, je n'arrive pas à retrouver. Ah, voilà, vous êtes là. Je vais vous faire comme tout à l'heure. Je repartage l'écran. Hop. Voilà, on va le mettre en grand. C'était celui-là. En fait, cette partie-là, c'était, je pense que vous faites référence à cette étude-là, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, en fait, cette étude, je vous l'avais montrée pour vous montrer à quel point il y avait quelque chose de biologique derrière ça. Et en fait, pour montrer que justement, ça fait partie de quelque chose qui a été sélectionné par l'évolution naturelle parce que ça va permettre une meilleure survie de la descendance. En vrai, c'était ça pour ça. C'est pour ça que je vous l'avais montré. Donc, en gros, l'idée, c'est juste, comment dire, chez des femmes qui ont eu beaucoup d'enfants, au bout d'un moment,
va y avoir un changement génétique, épigénétique qui se réalise et qui fait que va y avoir, comment dire, la personne semble, ce trait génétique-là, cette expression génétique-là, est associée à l'homosexualité. Et la manière dont les chercheurs avaient interprété cet article, ce résultat-là, était que quand il y a beaucoup d'enfants, quand la mère fait beaucoup d'enfants, les enfants vont aussi avoir des enfants. Et donc d'avoir un oncle ou une tante qui, elle, n'aura pas de descendance, va pouvoir participer d'autant mieux à l'éducation de la descendance déjà existante. Et c'était pour ça que c'était en général le plus jeune de la fratrie qui se retrouvait en fait, qui présentait, qui était homosexuel et qui présentait ce marqueur génétique. C'est vraiment ça en fait. Et ça, c'était vraiment pour montrer à quel point il y a des bases biologiques derrière, que c'est naturel et que c'est même bon d'avoir des personnes homosexuelles qui ne vont pas avoir leurs propres enfants et qui vont pouvoir participer, parce qu'il ne faut jamais oublier que l'être humain est une espèce très, 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 très sociale. Et donc, en fait, d'avoir d'autres personnes dans le groupe qui vont pouvoir contribuer au groupe de manière différente, c'est très positif. Voilà. Je ne sais pas trop si vous avez eu la réponse à votre question, Madame Laurel. Oui, ça peut aller. Merci beaucoup. Je vous en prie. Si vous n'aviez donc pas d'autres questions, merci de supprimer votre levée de main. Nous allons passer à Monsieur Dial. Madame Laurel, vous avez Merci. d'autres questions, c'est ça? OK. Monsieur Dial, vous avez la parole. Merci, docteur, de m'avoir accordé la parole une fois de plus. Merci. Et moi, j'ai près 2 ou voire 3 questions. La première, d'abord, est-ce qu'existe-t-il un effet inhibiteur du désir sexuel après l'excision? Alors, est-ce que vous pouvez redire, s'il vous plaît? Je n'ai pas bien entendu. Existe-t-il un effet inhibiteur du désir sexuel après l'excision? Première question. Deuxième question, en cas de l'excision, quels seraient les moyens pour une femme de se masturber? Deuxième question. Troisième question, il m'avait été constaté, j'avais une fois constaté quand j'étais externe, disons externe de 4e année, 3e année, 4e année de médecine, et en stage, d'assister à une consultation en neurologie, que un vieillard, un adulte qui était venu se consulter, soit disant que sa quantité de sperme est petite. Donc, je veux savoir qu'est-ce qui pourrait expliquer cela. Est-ce que réellement ça peut exister réellement? La quantité de sperme devient insuffisante? Est-ce qu'il y a l'excès ou bien il y a défaut des quantités de sperme et quels sont les moyens? Et c'est réellement pathologique ou bien c'est un remède pour ça? Ce sont ces 3 questions. Ok. Merci. Alors, je vais revenir déjà sur celle-là, sur la quantité de sperme. On revient sur la notion de variabilité interindividuelle. Il y a une grande variabilité interindividuelle sur plein de nos paramètres. On parlait de la couleur de peau, la couleur des cheveux, des cheveux, de la quantité de sperme. Il y a des hommes qui vont avoir une petite quantité de sperme, mais qui va être, en général, ce qui fait la quantité de sperme, c'est vraiment le liquide séminal. Donc, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que le nombre de spermatozoïdes est le même? Il est possible que ce soit pas trop différent. Il y a quand même une range moyenne. Enfin, c'est vraiment toujours cette histoire de gaussienne. Après, la question en soi, est-ce que c'est pathologique ou pas? D'un point de vue purement biologique, est-ce que le monsieur a été capable de se reproduire? Est-ce que le monsieur a été... est-ce qu'il a eu des enfants ou pas? S'il peut se reproduire, c'est peut-être pas nécessairement pathologique. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à dire, il y a des gens petits, il y a des gens très grands, c'est peut-être pas nécessairement pathologique, c'est inhabituel. Certes,
mais pas nécessairement pathologique. Après, c'est plus, il peut y avoir des, des stéréotypes masculins. C'est le sperme est très relié à une symbolique très forte de la virilité, autant que le phallus. Donc du coup, il y a certainement ce dont cet homme souffre, c'est de peut-être ne pas se sentir assez viril parce qu'il y a une faible quantité de sperme. Mais en réalité, ça n'est que des représentations sociales. On revient sur les notions de genre, de ce que c'est qu'un archétype masculin, etc. Il y a fort à parier qu'il n'est pas nécessairement du tout pathologique. Vraiment. Donc, les partenaires pour qui ces représentations sociales sont très fortes, ça peut être problématique. Un autre problème vis-à-vis de ça va chez l'homme, le nombre de jets d'éjaculation du sperme va aussi conditionner la durée de l'orgasme. Donc, ce dont il ait pu souffrir aussi, et ça c'est d'être un peu plus problématique, c'est d'une anorgasmie, en fait d'avoir une éjaculation qui par contre ne procure pas autant de plaisir que ce à quoi il s'attend. Donc là, ça c'est autre chose complètement. Donc la notion du sperme en soi, ça n'est pas pathologique, il n'a pas besoin d'aller être suivi médicalement pour ça. Par contre, là, un sexologue pourrait peut-être à enrichir son érotisme pour qu'il ne souffre pas de ça. Et là, c'est vraiment au cas par cas, qui est cet homme, qu'est-ce qu'il aime, etc., etc. La première question sur l'excision et le désir, elle est très complexe, cette question. Déjà parce que la notion de désir et qu'est-ce que le désir, c'est très complexe. On a beaucoup de mal à définir, les philosophes ont du mal à définir ce que c'est que le désir, ce que ça n'est pas le désir. Donc c'est compliqué de répondre à presque de manière même philosophique, tout court pour chez des personnes de tout sexe, de tout genre, excisées, non excisées, etc. Donc c'est beaucoup difficile de voir avec autant de bazar, j'ai envie de dire, dans nos têtes à tous, sur la planète de tout sexe, de tout genre, de savoir qu'est-ce qui se passe pour spécifiquement un groupe de personnes, en l'occurrence des personnes qui sont des femmes excisées. C'est compliqué d'avoir de réponses justes scientifiquement. Donc par expérience, moi, ce que j'ai pu observer et ce que j'entends par d'autres collègues, et je pense que vous pouvez peut-être venir compléter, vous, parce que je pense que vous avez une grande expérience que nous en France sur ce sujet-là, c'est plus des femmes qui, parce que le rapport est non satisfaisant ou douloureux suite à l'excision, qui vont inhiber le désir. Mais ce n'est pas un trouble du désir qui est, endogène, et moi, c'est plus ces conséquences-là que j'ai entendues de la part de femmes ou de la part de mes collègues. Et j'ai oublié votre deuxième question. Est-ce que le docteur est toujours là? Si, je suis là. En fait, ma deuxième question, c'est en cas d'excision, comment une femme pourrait se faire masturber? Masturber, c'est ça. Ouais. Alors, tout à fait. Alors déjà, très bonne question. Déjà, il faut voir de quelle excision on parle, parce que comme vous le savez, il y a plein de manières de faire des excisions. Il y a des excisions qui vont être beaucoup plus légères que d'autres. Donc en fait, ça va vraiment dépendre de, j'ai envie de dire, entre guillemets, de ce qui est resté sur le clitoris ou le gland du clitoris de la personne. Après, il va y avoir aussi des masturbations internes par le vagin qui peuvent être, satisfaisantes également, procurer du plaisir et des orgasmes, et des masturbations en association avec ou uniquement avec d'autres zones érogènes,
notamment les seins qui peuvent être des zones érogènes et qui peuvent amener des femmes à l'orgasme. Voilà. Merci, madame, bien saisi. Merci pour les réponses. Je vous en prie. Merci à vous, docteur Diane. Il y a 2 questions dans le chat. Je voudrais que madame revienne sur la circoncision abordée brièvement à la première session. Oui. Alors, où il est le coup? Allô? Allô? Oui. Oui. Un instant, monsieur Kossi. Alors, attendez, je vous retrouve la diapositive. Ok, là. Alors, la circoncision, oui, c'est un, comment dire, un grand sujet. Alors, je vous ai retrouvé les slides. En fait, je vais vous partager l'écran. Vous l'avez mis là. Hop. Voilà. Donc, en fait, donc là, je vous avais montré la diapositive autour de ce qu'on appelle donc le phimosis. C'est donc l'extrémité du prépuce qui peut être trop étroit et qui peut ne pas être le gland. Donc, ce que j'avais dit donc déjà, c'est que c'est très normal d'avoir un prépuce étroit qui recouvre totalement le gland jusqu'à l'adolescence. Et que justement, encore une fois, on revient sur cette notion de variabilité interindividuelle. Le prépuce va devenir rétractable, l'âge auquel le prépuce va devenir rétractable va être très, très, très variable. Donc déjà ici, je vous avais montré le développement, parce qu'on est dans le cours de développement psychosexuel. Donc, dans le premier trimestre de grossesse, c'est à ça que ressemble le pénis et on a les bouts du prépuce qui sont là. Dès la fin du 2e trimestre, on va avoir la peau qui va venir englober le gland. De la naissance jusqu'aux 3 ans, il va y avoir cette peau qui va venir se resserrer et enrober totalement le prépuce. Petit à petit, il va y avoir, comment dire, je n'ai plus en français, le BPL, bon bref, comment dire, ce qui va protéger justement ici, qui va petit à petit se dissoudre pendant l'enfance, et petit à petit, il va y avoir une capacité à ce que le prépuce soit rétractable pendant l'adolescence et jusqu'à ses 18 ans. Ici, j'avais montré cette étude qui avait été faite, qui est assez ancienne, mais qui est toujours très pertinente, de ce chercheur qui avait été regarder le pourcentage d'individus masculins dont le prépuce était rétractable en fonction de l'âge. Et donc, on voit qu'à 6 ans, il n'y a que 20-25% des garçons chez qui le prépuce est rétractable. À 14-15 ans, on est à 85% et à 17, on est à 95%. Mais en fait, donc ça, c'est un problème typiquement, même simplement, même pas que de circoncision, mais de décalotage, où en fait, on va avoir beaucoup des fois des mères, des femmes, des professionnels de santé qui vont décaloter de manière très violente des enfants avant 3 ou 7 ans, avant 7 ans, donc des fois même des 3 ans, pour des notions d'hygiène dont il n'a absolument pas besoin, pour prévenir, en pensant prévenir des problèmes de décalotage. Or, ce que montre cette étude, c'est que si on ne touche pas, ce qui se passe, c'est ça, et que en fait, avant 18 ans, on a 95% des garçons qui sont tout à fait capables d'avoir un prépuce rétractable qu'on ne va pas, sans avoir besoin de quelconque intervention. Donc ça, c'est la base, comment dire, physiologique, j'ai envie de dire. Ce qui se passe, c'est que, donc ça, c'est déjà pour prévenir la notion de décalotage ou de circoncision qui, des fois, va être faite dans une visée hygiéniste. Il y a eu des grandes campagnes partout dans le monde, aussi en Afrique, après, et pas que pour des raisons culturelles, et pour des raisons de validation hygiéniste. Sauf que ça a été démontré, il n'y a absolument pas besoin
de faire des décalotages puisque le prépuce va s'assouplir naturel et que ça peut être traumatique pour le tissu, créer des lésions et par contre créer des phimosis après coup. Et que par contre, l'effet de la circoncision, pour des avantages, de hygiéniste, n'était pas du tout prouvé et qu'on n'a pas plus ou moins de maladies sexuellement transmissibles si on est circoncis. On n'a pas moins d'érection si on est circoncis ou pas. Par contre, il y a des effets secondaires avec des effets secondaires. Il y a un des cas qui est très connu qui a amené à des ablations de pénis chez des petits-enfants parce qu'il y a eu des infections. Donc, en fait, ce sont des mutilations génitales graves qui vont amener à de très, très grandes souffrances physiques, mais aussi physiologiques. On va avoir des effets secondaires qui vont pas avoir lieu tôt, mais qui vont avoir lieu beaucoup plus tard à l'âge adulte. Là, en train de parler de ça, je me rappelle d'un article qui avait été publié par The Atlantic aux États-Unis, d'un auteur qui était juif, sa circoncision, et qui, en fait, un jour avait eu un poil incarné au niveau du cou du prépuce, et ce poil incarné s'était infecté, et en fait, ça avait à cause de la circoncision, en fait, fait une lésion du tissu qui avait été telle que ça avait totalement enflammé toute la verge et que apparemment son neurologue lui avait dit, donc c'est un neurologue juif, donc dans une population de circoncis, il disait que ce genre de choses était relativement fréquente, mais dans son cas à lui, pas de peau, ça a été absolument intraitable. Il est resté à partir de ses 45 ans, donc c'est quand même très très jeune, avec une douleur lancinante toute sa vie. Donc il expliquait qu'il ne pouvait pas mettre n'importe quel type de sous-vêtements, etc., etc. Donc en réalité, il y a une réelle omerta dans la communauté scientifique sur des effets secondaires de circoncision. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête parce que, en réalité, ça reste des mutilations génitales, puisque ça a exactement les mêmes origines culturelles et même origines symboliques, c'est le mot que je cherchais, symboliques, que l'excision. Donc, il y a toujours cette question de campagne contre l'excision des femmes. Mais oui, mais les garçons, ils subissent exactement les mêmes gestes et le même symbolique de gestes qui doit être questionné parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait plus les femmes dont on s'occupe que les garçons. Et voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Docteur? Est-ce que le docteur est toujours avec nous? Ah. Bon, en fait, la question était dans la messagerie. Ah. Donc, c'était la personne, c'était le docteur Dougmata. En tout cas, Dougmata Florentin. Voilà. Bon, j'espère. Donc, je vais passer à 2 questions qui sont dans le chat. Après, on va donner la parole à ceux qui ont levé la main. Alors, juste, je me permets de rajouter que je vous avais mis justement le logo de cette association qui travaille beaucoup justement avec l'Afrique et si jamais il y a besoin, et elle vous reçoit allègrement de ma part. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Il y a quelques petites questions. Je voudrais que madame explique le rapport entre les maladies biologiques telles que le diabète sucré et certains troubles sexuels et quels sont les remèdes. La deuxième question va aussi dans le même sens. Je voudrais que le prof m'explique pourquoi la femme diabétique a des troubles sexuels et quelle conduite à tenir. Alors, oui, c'est des bonnes questions. En fait, va y avoir beaucoup de problèmes de santé qui vont impacter la sexualité, notamment tous les problèmes de santé qui vont entraîner des problématiques cardiovasculaires. Les érections chez les hommes et chez les femmes, ça reste, comment dire, du sang qui va
arriver dans des tissus spongieux qui vont se gorger de sang. Donc, si le sang ne circule pas bien, l'érection n'aura pas lieu. Et donc, du coup, il n'y aura pas de plaisir. Tout simplement, c'est vraiment ça. Donc, toutes les maladies telles que même obésité ou ce genre de choses vont avoir des impacts cardiovasculaires. À partir de là, c'est un problème. On sait par exemple aux États-Unis, il y a beaucoup d'études sur ça, avec des alimentations qui sont trop grasses, trop sucrées, etc., beaucoup d'obésité. Ça va, inflammer les vaisseaux, le sang va mal circuler et vraiment, vraiment, c'est de la physique, quoi. Le sang ne va pas arriver, ne va pas être amené aux organes génitaux comme il se devrait correctement. Et quelle est la conduite à tenir? Ça va être déjà de soigner au maximum la maladie en soi. Après, il faut voir aussi si les personnes ont toujours envie d'avoir des rapports sexuels. Il ne s'agit pas d'aller les forcer à faire quelque chose, peut-être qu'ils ne s'en plaignent pas réellement. Après, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Ça va dépendre vraiment au cas par cas. Il y a peut-être des choses à faire, mais ça va être en fonction de qu'est-ce que les personnes aiment, qu'est-ce que les personnes pourraient faire. Il faut voir avec les personnes, c'est vraiment au cas par cas, là je ne peux pas répondre comme ça. D'accord, merci, professeur. Je vais laisser la parole à Monsieur Nestor et après, ce sera le tour du docteur Tiantoré. Monsieur Nestor Kossi, vous avez la parole. Merci. Je voudrais, avant d'aborder mes questions, remercier le professeur pour les informations qu'elle nous a dispensées depuis quelques jours et remercier vous, les organisateurs aussi. Ma première question, s'il vous plaît, professeur, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Est-ce que vous pouvez m'éclairer un peu encore sur l'attachement entre le bébé et sa maman? Parce que des fois, chez nous, culturellement, on pense ou bien on ne sait pas si c'est dû à un développement hormonal qui a créé une relation entre le bébé et l'enfant, puisque certaines mamans, même leur bébé est à une distance d'elle, et si le bébé est à une distance d'elle, elle peut monter laiteuse et qu'on peut qualifier que sûrement ça veut dire en train de faire entrer. Et quand ces effets-là, ça arrive effectivement que voilà, l'enfant est en train de pleurer à ce moment que la maman fait un engorgement mammaire ou bien une montée laiteuse. Est-ce que cela peut être dû à l'attachement que le bébé a eu avec la maman ou bien je ne sais pas comment nous pouvons expliquer ça? J'entends la question. Alors, en réalité, on ne sait déjà pas tout d'un point de vue de neurosciences exactement sur la question du lait, de la lactation, etc. Comment dire? Alors, de là à faire un parallèle avec la théorie de l'attachement, à la base, c'était pas ça qui avait voulu décrire initialement les psychologues, et c'était vraiment pour aller vraiment voir le développement affectif de l'enfant plus tard. Et c'était, j'analyse le rôle de la mère, le comportement de la mère, pour ensuite comprendre comment l'enfant et le futur adulte va se développer. Mais j'entends ce que vous dites et je comprends tout à fait le lien qui est très pertinent. Ce qu'il y a, c'est que normalement, les enfants et les mères sont relativement synchrones, où il va y avoir des montées de lait.
Et après, l'enfant va prendre le lait. Et en général, au bout d'un moment, ça se régule et ça se fait plus ou moins à heure fixe. S'il y a une tétée qui est décalée ou qui est sautée, comment dire, le sein de la mère a appris, entre guillemets, est habitué à être désengorgé. Mettons, il est habitué à être désengorgé à midi, à 15h et à 18h. S'il n'est pas à 15h et il est 15h30, le corps va continuer à produire du lait parce que y a un réflexe qui s'est créé au sein de la glande mammaire où le lait est habitué à être pris à ce moment-là. Si le bébé n'a pas pris le lait, le sein va quand même produire du lait. L'enfant, lui, qui est habitué à prendre sa tétée à 3h, il va se mettre à pleurer parce qu'il est 3h30 et qu'il a faim. Et du coup, la mère, à ce moment-là, elle va avoir une montée de lait et ça risque de déborder. Donc, je pense que ce dont vous parlez, c'est plus quelque chose de cet ordre-là. Et il faut plus le voir de cette manière, comment dire, purement physiologique que de la partie psychologique de la théorie de l'attachement. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, oui, ça répond. J'ai vraiment compris. J'ai vraiment compris. Ok, monsieur, merci beaucoup, monsieur Je Nestor. peux aller avec ma deuxième question. C'est ma deuxième et dernière question. Ok, allez-y. Professeur, merci. Et au niveau de la différenciation anatomique embryonnaire, c'est-à-dire dès la conception, 8 semaines, 13 semaines, au niveau génital de sexe masculin ou bien de biologique masculin et féminin, on voit que le pénis égale clitoris. Ce côté, est-ce que vous pouvez encore m'aider un peu parce que je me trompe un peu à associer certains développements de certains organes sur, par rapport aux dysfonctionnements hormonaux. Exemple, des fois, certaines personnes disent que le sexe féminin ne doit pas avoir, par exemple, la barbe qui se développe, ou bien le clitoris peut se développer d'une manière très, très, très grande et ça fait penser à un vrai pénis. J'ai trouvé ce cas lors d'une prestation. Est-ce que ce dernier cas peut être associé à un dysfonctionnement hormonal ou bien quoi? Oui, très bonne question. Alors, je vous ai remis la diapositive, mais en réalité, c'est juste expliquer, c'est exactement l'idiome dont je vous avais parlé plutôt dans le comment dire, tout à l'heure, c'est que en fait, même d'un point de vue biologique, c'est un continuum. On va toutes et toutes avoir de la testostérone. Et notamment en embryologie, on voit qu'au départ, à 8 semaines, c'est pas différencié et qu'en fonction de si on a le chromosome Y ou pas, on va avoir quelque chose qui va être visible à 13 semaines et à 17 semaines, on va avoir les appareils génitaux externes qui vont être différenciés. Et je vous avais montré là dans la slide suivante, en fait, chez l'embryon, au départ, on va avoir tout qui va être présent. Et en fait, chez les femmes, on va garder que les canaux de Muller et les canaux de Wolff qui vont disparaître. Et c'est l'inverse, chez les garçons, on va avoir la disparition de l'appareil génital féminin, donc les canaux de Wolff, les canaux de Muller qui vont disparaître chez les hommes, et on va garder les canaux de Wolff et la différenciation de la gonade indifférenciée qui va devenir soit les ovaires chez la femme, soit les testicules. En fait, ça se fait sous le contrôle de gènes qui sont qu'on appelle le gène SRY, qui sont sur le chromosome Y et qui vont
codé pour une voie de régulation, de mise en place de l'anatomie pendant l'embryogenèse. Sauf que, pour plein de raisons, ça peut ne pas marcher. Ça peut être un dysfonctionnement de ce gène, ça peut être aussi pour des facteurs environnementaux extérieurs, par exemple. C'est des cas qu'on commence à avoir aussi partout avec de la pollution, qui vont agir comme des perturbateurs endocriniens et qui vont, polluer en réalité, littéralement, les signaux hormonaux qui ont lieu lors de l'embryologie et qui vont faire quelque chose de relativement indifférencié à l'âge adulte. Ça va être ce qu'on appelle des intersexes. On va avoir du coup des jeunes enfants qui vont naître avec une anatomie génitale hybride. Donc là, il faut aller vraiment regarder ce qui est fait au niveau de la, parce que c'est un champ qui actuellement vient de se développer de plus en plus, qui a été très très laissé de côté pendant très longtemps. Donc il faut vraiment aller voir au niveau de la littérature scientifique et médicale quelles sont les nouvelles prérogatives. De mémoire, les dernières prérogatives sur lesquelles on s'est arrêté, c'est surtout qu'on ne touche pas, on ne fait pas d'ablation de ce clitoris qui ressemble à un pénis, et au contraire, on accompagne l'enfant dans sa différence et la famille dans sa différence. Et je sais que ça peut être très très compliqué à gérer avec la famille. Mais ce sont des cas qui existent, et c'est important de le savoir. C'est vraiment, là, il faut vraiment aller voir toute la littérature chez les intersexes. Est-ce que je réponds à votre question? C'est bon. Ok, merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Monsieur Adams. Je demande à tous ceux qui ont posé des questions dans le chat de bien pour vouloir lever la main pour que je leur accorde la parole. En l'occurrence, à Monsieur Ange Uriel. Donc, Monsieur Adams, vous avez la parole. Merci, professeur. Ma question concerne le développement psychosexuel de l'enfant. Vous avez mentionné des comportements alertants. Alors, je voudrais savoir, en tant que parent, en tant que professionnel de la santé, comment faire face à ces comportements alertants? Ensuite, le second volet de ma question, c'est de savoir est-ce que ces comportements alertants peuvent, à l'âge adulte, entraîner des troubles du comportement sexuel? Merci, professeur. Ouais, merci. Oui. Alors, normalement, je vais avoir la slide, donc je vous ai remis ça. Donc, en fait, les comportements alertants, c'est tout ce qui va être, incongruent. Il faut vraiment le voir comme ça, comme la notion vraiment, c'est la notion d'incongruence, d'avoir des enfants qui possèdent des connaissances qui ne sont pas adaptées pour leur âge. Donc, la première chose à faire, c'est un espèce de red flag, de drapeau rouge. On va questionner l'enfant de quoi il parle. Où est-ce qu'il a appris ça? Est-ce que c'est des enfants qui rigolent dans la cour de récréation? C'est possible, ça arrive. Ou est-ce que c'est un adulte qui lui a appris ça? Donc, en fait, les comportements alertants, c'est vraiment en fait à différencier d'une curiosité qui était saine qu'on avait vue juste avant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de base qui doit, alerter. Est-ce que c'est vraiment totalement incongruent? Est-ce que c'est irrespectueux? Ou est-ce que, c'est à caractère violent? Est-ce qu'il va demander aux autres enfants de montrer, et s'ils ne refusent pas, la frustration va être telle qu'il va commencer à être violent, à taper, à menacer? Est-ce qu'il va chez des adolescents harceler les filles de sa classe, par exemple? Et qu'est-ce qui se passe si les filles refusent? Donc ça doit être des comportements alertants. Et d'abord, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, de quoi on parle, pourquoi l'enfant est comme ça. Après, qu'est-ce qu'on fait? De manière générale, il ne faut jamais rester seul. En tant que professionnel, on ne peut pas rester face
ce qui doit être alertant, c'est aussi des comportements. Là, c'est plus pour les professionnels de l'éducation. Mais bon, en tout cas, en France, d'ailleurs, comment dire, dans certaines régions d'Afrique, je sais qu'il y a beaucoup eu de vagues d'éducation, de prévention, etc. En France, on a beaucoup de mal en réalité à rentrer dans les écoles et à faire de la prévention contre les violences sexuelles. C'est très, très compliqué. Et on a beaucoup de professionnels de l'enfance qui sont absolument pas formés à repérer des comportements qui doivent être alertants. Ce qui doit être alertant aussi pour nous en tant que parents, c'est tout d'un coup, mon enfant qui était extraverti refuse totalement d'aller à l'école. Donc en fait, des changements brusques des élèves et qui tout d'un coup deviennent je faisais pas pipi au lit et maintenant je me remets à faire pipi au lit, par exemple. Ça doit être des choses qui doivent alerter. Si usage de manipulation, de chantage, de cadeaux, voilà, en tant que parents, on connaît aussi nos enfants, on est aussi à même de voir s'il y a quelque chose qui a changé et au moins être capable d'aller poser la question pour voir si c'est simplement la crise d'ado ou de pré-ado qui a commencé ou s'il y a vraiment quelque chose. Donc, aller questionner l'adolescent ou l'enfant pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Tu fais beaucoup de cauchemars depuis 3 semaines, qu'est-ce qui se passe? Si ça se trouve, il n'y a absolument pas des violences sexuelles, mais je sais pas, il n'aime pas la maîtresse ou il y a le chien sur le trajet de l'école qui fait vachement peur. L'enfant fait des cauchemars la nuit. Donc, il faut d'abord poser des questions non fermées, c'est-à-dire des questions ouvertes, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui te gêne? Oui ou non? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne? Où est-ce que c'est? Donc, c'est un peu cette idée-là déjà de voir quelle est la marche à suivre, c'est vraiment celle-là. Ensuite, c'est plus si jamais il y a des choses, comment dire, plus alertantes d'un point de vue de violence sexuelle. Si l'enfant vous dit, il y a l'instituteur, papa, tonton, le grand frère qui me fait blablabla, la première chose à faire, c'est vous prenez un papier, un crayon, vous notez. Le petit, je sais pas quoi, vous notez son nom, m'a dit, : ouvrez les guillemets, hier papa m'a fait blabla, fermez les guillemets, point. Là, à voir en fonction de votre législation, de là où vous êtes, dans quel pays, en Europe, en tout cas en France, il y a une obligation de signalement quand c'est sur des mineurs. Et plus c'est grave, si c'est des rapports de violence sexuelle, violence ou agression sexuelle, c'est obligation d'appeler la police, brigade des mineurs, copier au procureur de la République et l'enfant ne repart pas avec le parent. Parce qu'il est possible qu'en tant que médecin, vous ayez l'enfant. Donc ça peut être pas mal en tant que médecin d'avoir l'enfant seul. Parce que si c'est le père, mettons, qui viole sa fille, vous faites sortir le père, vous voyez comment se comporte la fille. Est-ce que la fille, comment dire, est-ce qu'elle se relâche et est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus apte à parler avec le père ou sans le père? Vous avez déjà une grosse indication de qu'est-ce qui se passe avec le père. Ça peut être des violences simplement physiques, mais ça laisse quand même des dégâts. Donc du coup, c'est vraiment à voir avec vos collègues aussi, si jamais vous avez un doute, parce que des fois, les enfants vont pas vous le dire de manière aussi claire et aussi franche. Donc surtout, ne pas rester seul, échanger avec les collègues. Peut-être que cet enfant, elle est suivie par je sais pas quoi, une autre collègue, une autre infirmière, une autre psychologue, je ne sais pas. Ça dépend de la structure dans laquelle vous êtes. Et d'avoir d'autres collègues si vous êtes seul en libéral ou si vous êtes tout seul, avoir d'autres réseaux autour de vous avec qui vous pouvez poser des questions. La question de est-ce que ça peut avoir des conséquences à l'âge adulte? Évidemment, ça va avoir de très grosses conséquences à l'âge adulte. Les conséquences des violences de tout type, mais subies dans l'enfance, ont des conséquences dramatiques, de type syndrome de choc post-traumatique. C'est aussi le cas des violences sexuelles.
Donc, on va avoir évidemment déjà des difficultés sexuelles, des difficultés de couple. Il y a la plupart donc moi, je fais principalement des suivis de violences sexuelles d'adultes qui sont anciennement victimes. Je demande à voir le compagnon ou la compagne. En général, le compagnon, parce que souvent, c'est des femmes qui ont subi des violences. C'est expliquer au monsieur que des fois, madame rejette l'acte, ça n'est pas lui qui est rejeté, que ici, il la force à avoir des rapports sexuels, il est en train de lui faire revivre le traumatisme. C'est absolument pas ça qu'il faut faire. Donc là, c'est aussi des fois le couple qu'il faut prendre en charge. Donc toutes les conséquences que peuvent avoir dans un autre PowerPoint, je ne sais plus lequel, mais ça a une pléthore de conséquences qui vont de la dépression aux troubles addictifs, à des troubles alimentaires, à des comportements suicidaires, à tout ce qui va être relation, des fois des comportements évitants, donc des problèmes de confiance avec des personnels soignants aussi, des tendances à la dissimulation, surtout dans des familles à inceste où en fait les enfants vont malgré eux protéger la famille parce que c'est comme ça qu'ils ont été élevés. Donc c'est très compliqué après à aller aider aussi. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Parce que je vois l'heure qui tourne, donc j'essaye aussi de gérer un peu le temps. D'accord. J'espère que vous aviez pu répondre à la question. Je ne sais pas trop si la personne est toujours là. Docteur Tiantori, permettez-moi de poser la question de Madame Uriel. Puis après, je vous donnerai la parole. Donc, Madame Muriel a demandé, ma question concerne les troubles du comportement sexuel. Le professeur peut-elle nous éclairer sur la notion d'hypersexualité? Y a-t-il une différence avec la nymphomanie et la masturbation non contrôlée est-elle considérée comme une manifestation de l'hypersexualité? Merci. Merci Pascaline d'avoir fait ce passage de questions. Oui, l'hypersexualité, ça va être une activité sexuelle trop forte au point que ça dérange le bien-être de la personne. Donc, il faut vraiment avoir cette notion de où est le curseur. Le curseur, ça amène une souffrance et ou une idée pour la personne, parce qu'on va avoir des personnes qui vont avoir une sexualité, très active, mais qui ne vont pas en souffrir. Donc, en fait, ce qu'il faut vraiment aller regarder, c'est ce que la personne en souffre. Et est-ce que ça va durer longtemps? Parce qu'il peut y avoir aussi cet effet de on se met en couple au début, il y a l'effet un peu lune de miel. On peut avoir une sexualité assez active, ça va durer quelques mois et après ça va un petit peu se calmer et ça c'est tout à fait normal. Donc en fait vraiment la notion c'est est-ce que la personne en souffre, est-ce qu'elle se met en danger? Et est-ce que, en effet, la notion de contrôle, elle est très, très importante. Donc, la notion de contrôle, ça va être, oui, en effet, un problème de, masturbation qui devient intempestive avec des envies de se masturber dans des contextes non appropriés, par exemple au travail. Je pense par exemple à une personne que j'avais eue qui m'expliquait qu'il allait des fois se masturber aux toilettes pendant le travail. Ça, clairement, on est dans quelque chose qui est non contrôlé. Mais on va avoir aussi chez certaines femmes qui vont avoir des problèmes pour imposer l'usage de préservatifs avec des hommes. Donc ça peut être, et qui en souffrent, et qui ne veulent pas ça avec, voilà. Donc ça, c'est une forme de manque de contrôle. Alors, la question, l'hypersexualité, moi personnellement, c'est une notion que j'aime pas trop parce que je la trouve justement trop moralisatrice. Et justement, comme je l'expliquais, il y a une très très grande variabilité interindividuelle et en chacun de nous au cours de notre vie. Donc la notion de quantité, elle est pas très bonne. Par contre, la notion de souffrance. Merci à la personne qui a son micro ouvert de temps. Merci. Professeur, vous pouvez continuer.
Oui, merci. La notion de perte de contrôle et de la souffrance autour de la perte de contrôle et de la mise en danger, elle est beaucoup plus pertinente pour nous en tant que soignants que de savoir la notion d'hypersexualité. En réalité, ce qui va nous être amené un petit peu comme une espèce de mot de passe de souffrance, ça va être, par contre, des personnes vont souffrir aussi des injonctions morales. Et ça, c'est aussi à nous de leur expliquer, il y a les normes sociales, les mœurs sociales, mais on retombe sur, il y a une très très grande variabilité interindividuelle, comment dire, je sais pas, il y a des gens, ils ont des grandes mains. Ben, c'est un avantage et un inconvénient. Des gens, ils sont très grands, c'est un avantage et un inconvénient. Mais c'est pas nécessairement pathologique. Par contre, donc là, c'est vraiment à nous de tempérer les attentes de la personne et d'où est-ce qu'elle pense que ça doit être bien d'un point de vue social. Il y a vraiment la question de est-ce que je suis normale, est-ce que c'est grave, docteur, qui doit, autour de la sexualité, qui revient de manière quasiment systématique. Donc là, c'est vraiment à nous on tempère de quoi on parle. Par contre, si la personne en souffre, si la personne se met en danger, là, par contre, il faut comprendre ce qui se passe. Et là, il faut voir, il faut aller poser d'autres questions. Voilà. Ok, merci beaucoup, professeur. Je vais donner rapidement la parole à Dr. Tiantoré et nous allons finir pour la session de discussion de ce soir. Docteur, vous avez une fois encore la parole. D'accord, merci beaucoup. Moi, je voulais toujours revenir sur le quatrième cours, notamment l'éjaculation précoce. Bon, j'ai pu comprendre sur le cours asynchrone que c'est ça. Bon, l'éjaculation précoce en tant que telle n'existe pas, si j'ai bien compris la dernière fois. Mais pour ce qu'on constate, c'est que c'est autre chose actuellement, surtout notamment sur les réseaux sociaux. Et tout est pollué par des médicaments pour durer. Voilà, bon, ça devient un problème de santé publique. Notamment au Burkina où je réside, je trouve que c'est vraiment un problème sérieux où les jeunes, même les jeunes de 18 ans, 20 ans, ça donne à des produits, des boissons énergisantes, surtout pour pouvoir avoir une performance. Et on en reçoit certains vraiment qui disent qu'ils n'arrivent pas à faire au moins 2-3 minutes sur une femme. Certaines même disent que c'est juste même avant la pénétration, même ils éjaculent. Donc, bon, on se dit que c'est normalement peut-être lié à un trouble psychologique pour ces personnes ou bien c'est lié à ces pathologies cardiovasculaires. Mais bon, finalement, ces personnes ne donnent pas l'opportunité d'explorer pour trouver l'origine de leurs problèmes. Donc, bon, face à ce problème, je ne sais pas avec les autres, qu'est-ce qu'on peut préconiser pour mettre en place pour pallier un temps soit peu à ce problème. Parce que quand vous essayez de faire juste une petite recherche sur Facebook, vous verrez que c'est des choses qui sont polluées où on met des astuces, on montre des astuces, tel produit plus tel produit permet de faire tel temps sur une femme. Bon. Le problème, c'est que ce que j'ai compris pour certaines personnes, c'est que il y a cette notion en fait, beaucoup sont perdus même par la notion d'orgasme. Le temps prédomine plus. C'est que voilà, j'ai envie de faire 15 minutes, j'ai envie de faire 30 minutes, mais il n'y a pas derrière le rapport sexuel. Donc, bon, j'aimerais voir avec l'ensemble bon, s'il y a des gens qui ont eu à rencontrer ce fléau dans leur pays et quelles ont été les procédures qu'ils ont pu entamer pour sensibiliser la jeunesse dans ce sens. Merci. D'accord, merci, docteur Tiantoré. Oui, merci. C'est une très très bonne question. Je pense qu'en effet, ça pourrait très très bien que tout le monde discute et partage ça sur ces questions. Vous avez mis en avant quelque chose qui est très très important, c'est que en fait, ils font passer l'espèce de performance avant l'aspect relationnel de l'acte. Ça reste un acte intime. Et ce qui est au cœur, c'est réellement un partage d'un moment de plaisir avec une autre personne. Donc en fait, tout le travail, ça va être d'aller se défocaliser sur la notion de performance qui est très très liée avec la notion de virilité, tout ce dont on parlait tout à l'heure, du stéréotype masculin, du phallus, de l'érection, de la virilité. On est un homme si on tient tant de temps, on est un homme si on éjacule 50 litres de sperme. Il y a vraiment cette notion-là qui est très très prégnante pour beaucoup d'hommes, et je pense que la voie que vous avez amenée en faisant ce décalage on est de la performance, il faut sortir de la performance pour revenir sur le plaisir.
l'orgasme, la jouissance, le partage, l'intimité, la richesse de la connexion avec l'autre, c'est la voie de sortie. Après, la question de santé publique, de santé, comme vraiment de problèmes de santé publique, d'éducation, et le fait d'être noyé avec des trucs et astuces et des produits qui sortent de n'importe où, ça, je pense que c'est très, très intéressant. Et oui, je serais ravie, moi aussi, d'entendre qu'est-ce que vous faites. On a aussi ces en France avec des personnes de communautés africaines aussi qui, comment dire, vont aussi consommer des produits et qui sont tout aussi, comment dire, bloqués sur ces idéaux de virilité et de performance et qui en souffrent en plus. Il me semble que le docteur Degbo, la dernière fois, avait aussi parlé avait fait part aussi de son expérience. Donc, bon, je ne sais pas, ça pourrait être pas mal que lui ou d'autres d'ailleurs prennent la parole sur ce sujet comme l'invité docteur Santoré. D'accord, merci pour le contexte et puis on va partager ce qu'on a pu faire sur le terrain. Sinon, en tout cas, les sensibilisations qu'on essaie de faire. Mais bon, on s'est amusé même à juste comptabiliser les boissons et les gens qui sont dans le pays, trentaine, les nouveaux qui entrent encore. Donc, bon, simple. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que de faire des intentions, cette notion de notamment qui très tôt les enfants ou les adolescents pouvaient peut-être on sait très bien que ça ne marche pas, expliquer que bon, c'est que du flan, qu'ils vont dépenser de l'argent pour rien, etc., etc. Donc peut-être que de se rapprocher d'associations ou de créer des associations et de faire des interventions dans les écoles, c'est très souvent une démarche de santé publique qui a été quand même, qui a porté ses fruits, quoi. Okay. Oui, bon, en effet, la sensibilisation des établissements, mais le souci vraiment, c'est que pour certains, en tout cas, c'est devenu une addition personnelle parce qu'il y a même qu'on a demandé une prise en charge au niveau du centre d'addition de l'hôpital, il y a la parce que déjà, même dès le matin, il faut qu'ils prennent une canette avant de rentrer pour suivre le cours. Et on essaie de sensibilisation, également voir avec les parents, l'APE, pour qu'ils puissent, l'association des parents élèves également, pour qu'à la maison aussi le travail continue. Parce que généralement, ce qu'on a constaté également, bon, souvent quand vous finissez, c'est à l'école. Quand on quitte l'école aussi, bon, c'est une autre chose. Donc, c'est cette stratégie qu'on a mise en place et on espère que les parents vont nous accompagner également. Et d'ici là, peut-être qu'on aura des résultats sur le terrain. Non, merci. Ouais, je vous en prie. Mais c'est très, très important parce que ça, c'est vrai, on s'est rendu compte de ça. C'est que, en fait, les campagnes de sensibilisation dans les écoles marchaient mieux quand les parents étaient impliqués. Comme ça, il y a une réelle continuité. Mais pareil, hein, sur les campagnes ou sur les interventions contre les violences sexuelles, c'est important aussi d'aller impliquer les parents pour que les parents soient aussi à même de repérer ces signes d'alerte de violence sexuelle. Parce que bon, il y a des familles, en effet, dans lesquelles il y a des violences sexuelles, mais des violences sexuelles, notamment à l'adolescence, peuvent ne pas avoir la famille, elles peuvent aussi avoir lieu au sein de l'école, avec d'autres collègues, avec des voisins ou avec des éloignés, etc. Donc, en effet, le fait d'impliquer les parents, c'est, comment dire, quelque chose qu'on sait qui marche quand même en général très, très bien et va porter ses fruits et, comme vous dites, comment dire, poursuit le travail. Tout à fait, oui. Merci. Merci, Dr. Santoré. En tout cas, merci à tous ceux qui ont intervenu ce soir. Merci vraiment pour la qualité des questions. Merci également à Dr. Aurore pour la réponse aux questions. En tout cas, merci pour toutes les interactions que nous avions eues ce soir. S'il n'y a rien d'autre, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous
Et on va se dire à très bientôt pour d'autres séances de discussion. Merci, bonne soirée à vous aussi. Merci beaucoup. C'était un plaisir. À très bientôt, j'espère. Au revoir. Plaisir partagé. Au revoir.